Un voyage de camping en solo dans les montagnes du Colorado s'est terminé en silence. Lorsqu'une femme de 76 ans a disparu sans laisser de traces. Pendant 2 ans, son sort est resté un mystère local obsédant. Les recherches officielles n'ayant rien donné. Une enquête dans un endroit éloigné. Indiqué sur une carte par des touristes agités. Les gardes forestiers découvrent un piège soigneusement dissimulé conçu pour tuer. La seule pièce d'équipement empalée sur une pointe à l'intérieur détenait la clé de sa disparition. Débloquer une vérité bien plus sombre. Le parking au début du sentier était un lieu habitué aux retrouvailles joyeuses. Mais ce lundi après-midi du 2 août 2012, cela devenait rapidement un lieu de terreur. Delilah Price arpentait l'étendue de gravier, sculptée dans les contreforts des Rocheuses du Colorado. Ses yeux passent constamment de sa montre et l'entrée sombre du sentier. Sa mère, Octavia Hughes, 76 ans, était en retard. Pas en minutes mais en heures. Octavia devait sortir de son solo. Voyage de camping de nuit avant 10 heures. Il était maintenant plus de 14 heures, l'air de fin d'été était encore. Le silence de la montagne est généralement un baume. Mais pour Delilah, l'absence de sa mère amplifiait chaque son ambiant. Le bruissement des feuilles sèches, le cri lointain d'un faucon. Elle a recomposé le numéro. Pas un service de téléphonie mobile disparu il y a des kilomètres. Mais le téléphone satellite qu'Octavia portait spécifiquement pour les urgences. L'appel connecté au réseau sonnait creux dans le vide. Et ensuite par défaut vers le système de messagerie vocale automatisé. Delilah a mis fin à l'appel, l'anxiété se resserrant dans sa poitrine. Elle avait répété ce processus futile des dizaines de fois depuis le milieu de la matinée. Octavia Hughes n'était pas une novice. Qui aurait pu sous-estimer les Rocheuses? À 76 ans, elle possédait une vitalité et une résilience qui défiaient son âge. La randonnée n'était pas seulement un passe-temps. C'était le pilier central de son identité. Une pratique qui s'étend sur des décennies. Elle était farouchement indépendante. Et était extrêmement fière de ses capacités physiques. Et l'autosuffisance dans le désert. Ce voyage est une boucle de nuit relativement simple. Était bien dans ses limites établies. Dans les semaines précédentes, Delilah avait gentiment suggéré un changement d'approche. Elle avait proposé à Octavia de louer une cabane près des sentiers, offrant la sécurité sans sacrifier l'accès aux montagnes. Octavia avait rejeté l'idée d'emblée. Elle a insisté sur le fait qu'elle était encore suffisamment en forme pour camper seule. Pour Octavia, la suggestion d'une cabine semblait être une concession à l'âge. Une reddition qu'elle n'était pas prête à faire. Ce voyage en solo était en partie une réaffirmation de sa capacité d'endurance. Vers 16 heures, alors que le soleil commence sa descente abrupte vers les sommets. Et les ombres s'allongeant au début du sentier. Delilah a admis qu'elle ne pouvait plus justifier le retard. Elle a conduit sur la route sinueuse jusqu'à la station-service du parc la plus proche. Son esprit parcourt des scénarios de plus en plus sombres. Une chute sur des éboulis, un événement cardiaque soudain. Peut-être une rencontre avec un prédateur. À la gare, Delilah a officiellement signalé la disparition d'Octavia Hughes. Elle a fourni aux gardes forestiers l'itinéraire d'Octavia. L'itinéraire a été décrit comme modérément difficile mais calme. S'aventurant légèrement hors du sentier principal à des endroits spécifiques. Octavia avait l'intention de visiter une série de petits cascades isolées et explorer les ouvertures de grottes connues. Elle avait prévu de camper pendant la nuit et de revenir le lendemain matin. Un voyage réparateur décontracté. Delilah a décrit en détail l'équipement de sa mère. Octavia était entièrement équipée d'un grand sac à dos technique gris et bleu. Bâton de randonnée noir et rouge. Et le téléphone satellite solidement attaché à sa bandoulière. Les gardes forestiers ont demandé la dernière observation confirmée. Delilah a raconté les événements du dimanche matin. Elle avait conduit Octavia jusqu'au début du sentier. Et j'ai marché le premier kilomètre avec elle. Le temps avait été parfait.
La forêt luxuriante et accueillante. Avant de se séparer, Octavia s'était arrêtée sur le chemin de terre. Elle a demandé à Delila de prendre une photo à envoyer à un ami. Un autre randonneur âgé qui l'accompagnait souvent. Delila a réussi à capturer une image de sa mère souriante à la caméra. Sur la photo, Octavia se tenait confiante et préparée. Portant un chapeau de soleil kaki à large bord. Une veste de randonnée magenta vif et frappante. Pantalon de randonnée gris foncé et chaussures de randonnée rouge distinctives. Delila a fourni cette photographie aux autorités. C'était un instantané vibrant d'une femme dans son élément. Tandis que Delila regardait sa mère continuer sur le chemin. La veste rose vive disparaissant dans le feuillage vert dense. Elle n'avait ressenti que la douleur familière de la séparation. Maintenant moins de 36 heures plus tard. Cette photographie était la preuve la plus récente de l'existence d'Octavia Hughes. Le rapport d'un randonneur de 76 ans disparu. Déclencher une réaction immédiate. Réponse à grande échelle du National Park Service. Quelques heures après le rapport de Delila Price lundi soir. Les équipes de recherche et de sauvetage SAR se sont mobilisées. L'immensité des Rocheuses du Colorado représentait un défi immédiat. Mais l'itinéraire détaillé d'Octavia a fourni un point de départ crucial. L'opération a commencé aux premières lueurs du jour mardi. Le début du sentier transformé en un centre de commandement animé. Les hypothèses initiales étaient simples. Enracinées dans des décennies de données de sauvetage en milieu sauvage. Les autorités ont donné la priorité à la probabilité d'une blessure soudaine. Ou une urgence médicale. Malgré l'expérience d'Octavia. La possibilité de désorientation ou simplement de se perdre. Ne pouvait pas être exclu que le foyer soit singulier. La retrouver rapidement en supposant qu'elle était immobilisée et en attente de secours. Équipe au sol. Des unités canines et un soutien aérien ont été déployés le long de son itinéraire prévu. Les équipes de recherche ont fait de gros efforts. Parcourant des kilomètres de sentiers. Menant vers les cascades et les ouvertures des grottes. Le terrain était accidenté et caractérisé par une forêt dense. Pentes raides et affleurements rocheux. L'urgence était palpable. Chaque heure qui passe réduit la probabilité d'un résultat positif. Pendant que les recherches au sol étaient en cours. Enquêteur au centre de commandement. A poursuivi la voie numérique la plus immédiate, le téléphone satellite. Les enquêteurs ont immédiatement contacté le fournisseur de téléphonie satellite. Demandé un accès d'urgence à tous les journaux d'activité associés à l'appareil. La réponse du fournisseur a introduit le premier élément vraiment déroutant dans le boîtier. Changer le ton d'une opération de sauvetage à quelque chose bien plus alarmant. Les journaux ont révélé un événement inhabituel. Tard dimanche soir. Environ 12 heures après que Delila ait vu sa mère pour la dernière fois. Le téléphone avait tenté une transmission d'urgence en rafale. Cette fonctionnalité a été conçue pour envoyer un signal de détresse et des données de localisation. Rapidement même dans les zones où la connectivité satellite est faible ou intermittente. Cependant, la transmission enregistrée par le réseau était corrompue et incomplète. Le paquet de données reçues était fragmentaire. Presque déchiqueté, il ne contenait que des coordonnées GPS partielles. Suffisant pour définir une zone générale. Un rayon de plusieurs centaines de mètres. Mais pas assez précis pour une localisation exacte. Plus troublant était le composant audio de la transmission. Au lieu d'un message vocal clair détaillant une urgence. L'enregistrement était bref. Explosion violente de distorsion. Bruit inintelligible. Cela ressemblait à de l'électricité statique mélangée à du bruit étouffé. Des sons chaotiques peuvent avoir un impact. Peut-être un mouvement avant que l'appareil ne se déconnecte brusquement. Il ne s'était pas reconnecté au réseau depuis. Les implications de l'échec de la transmission étaient effrayantes. Cela suggérait qu'Octavia avait tenté d'appeler à l'aide. Mais quelque chose de soudain et de catastrophique avait interrompu le processus. Où l'appareil lui-même a été endommagé lors de la tentative.
L'audio corrompu a été examiné par des techniciens. Qui a analysé les formes d'ondes. Essayé de déchiffrer tous les sons de fond reconnaissables. Vent aux voix. L'animal grogne mais la distorsion était trop sévère. C'était un cri numérique, un signal désespéré perdu dans le vide. Reconnaissant le caractère critique de cette évolution. Commandement Sarah. Rediriger toutes les ressources disponibles vers les coordonnées partielles. Cette zone était plus profondément enfoncée dans la nature sauvage que ce qu'Octavia avait initialement prévu de faire lors de sa première journée. Suggérant qu'elle avait bien avancé avant que l'urgence ne survienne. Les équipes ont poussé agressivement à travers la danse. Forêt accidentée naviguant sur un terrain difficile pour atteindre la zone cible. Les hélicoptères ont concentré leur balayage sur la zone. Les pilotes s'efforcent de voir à travers l'épaisse canopée. Après 2 jours de recherches intensives. À proximité des coordonnées. Une équipe au sol a fait une découverte importante. Ils ont localisé le camping d'Octavia. Il était situé dans une petite clairière légèrement à l'écart du sentier principal. Conforme à sa préférence pour les endroits isolés. Cependant, la scène présentait une contradiction déconcertante. Qui a immédiatement stoppé l'élan de l'enquête. Et a généré un débat intense parmi les coordinateurs de recherche. Le camping était impeccable. La petite tente pour une personne a été correctement montée. La mouche de pluie fixée à l'intérieur. Un sac de couchage était soigneusement disposé. Un petit réchaud de camping et une marmite ont été installés à proximité. Propre et ordonné, il n'y avait aucun signe d'attaque animale. Pas de tissu déchiré, pas de provisions de nourriture éparpillées. Aucune trace indiquant la présence d'un grand prédateur. Il n'y avait aucune indication de lutte. Pas d'équipement renversé, pas de sol perturbé. Tout semblait organisé. Comme si Octavia s'était simplement éloignée un instant. Et avait l'intention de revenir mais Octavia était partie cruellement. Son équipement principal le grand sac à dos. Ses bâtons de randonnée et son téléphone satellite avaient également disparu. L'état organisé du camp était en conflit. Brusquement avec l'implication paniquée. Des corrompus. Transmission en rafale si elle avait vécu une urgence médicale soudaine. Ou une attaque au camping. La scène reflèterait probablement ce chaos. Si elle avait décidé de quitter le camping. Peut-être désorientée et à la recherche d'un meilleur signal. Pourquoi lancer une transmission d'urgence? Et puis disparaître avec tout son équipement. Le paradoxe du camping a approfondi le mystère. Laissant les enquêteurs sans récit cohérent. De ce qui s'était passé. Pourquoi un randonneur expérimenté abandonnerait-il un abri parfaitement fonctionnel? Les enquêteurs ont examiné le camping méticuleusement. Ils ont épousseté pour trouver des empreintes latentes. Cependant, les surfaces texturées du matériel de camping ont rendu la récupération difficile. Ils ont collecté des échantillons de sol. À la recherche de toute trace de fibre. Sans tout ce qui pourrait indiquer la présence d'une autre personne. Ou une blessure, les résultats étaient négatifs. Le camping était d'une propreté déconcertante. La recherche a continué. Rayonnant vers l'extérieur du camping en cercle en expansion. L'absence d'indices immédiats était frustrante. L'attention s'est portée sur la recherche de toute trace d'Octavia. Ou son équipement distinctif la veste rose vif. Les chaussures rouges le grand paquet. Des semaines après le début des recherches, le moral commence à baisser. Un nouveau développement est apparu. Près du camping, les chercheurs ont découvert des choses inhabituelles. Marques complexes sculptées dans l'écorce de plusieurs arbres matures. Il ne s'agissait pas de simples feux de piste ou de vandalisme occasionnel. Il semblait délibéré, presque codé. Les marquages étaient complexes. Combinant des formes géométriques et des lignes. D'une manière qui suggérait un système de navigation sophistiqué. Les responsables des services du parc n'ont pas reconnu les marquages. Les enquêteurs ont consacré des ressources importantes à leur déchiffrement.
Les théories ont émergé rapidement. Peut-être qu'Octavia avait utilisé un secret réseau de sentiers non officiels connu uniquement d'un groupe restreint de randonneurs chevronnés. S'ils pouvaient comprendre le code, peut-être que cela les mènerait à elle. Des spécialistes du symbolisme et de la navigation en milieu sauvage ont été consultés. La découverte des marquages a offert une énigme tangible. Dans un cas défini par l'absence. Cette piste a consommé plusieurs semaines cruciales de l'enquête. Les équipes au sol ont tenté de suivre la séquence de marquage, croyant qu'ils pourraient retracer les derniers mouvements d'Octavia. L'effort était exhaustif. Pousser les équipes dans des zones de plus en plus éloignées et dangereuses. Suivre la piste cryptique. Plus profondément dans les sections inexplorées de la forêt. Cependant, la trace des marques a finalement disparu. Sans apporter de preuves supplémentaires. Ils ont simplement arrêté la percée sur les marquages qui sont finalement arrivés. Pas du désert mais des archives. Un professeur d'université à la retraite. En voyant les images des sculptures diffusées par les autorités, les a reconnues. Après des recherches approfondies dans les registres historiques d'utilisation des terres, les marques ont été identifiées comme n'ayant aucun rapport avec la disparition d'Octavia. Il s'agissait de marques d'enquête écologique plus anciennes provenant d'un site abandonné. Études à long terme menées dans la région. Des décennies auparavant. Ils avaient été utilisés pour suivre des modèles de croissance spécifiques des arbres. Et la biodiversité en tête. Qui semblait si prometteur. Dissous dans une impasse frustrante. À l'hiver 2012, la dure réalité des Rocheuses s'installe. De fortes chutes de neige ont commencé à recouvrir les montagnes, obscurcissant le terrain et rendant impossible toute recherche au sol ultérieur. L'anomalie du camping ordonné et le mystère de la transmission corrompue est resté non résolu. La recherche active a été réduite. Les ressources démobilisées. Pour Delilah Price, le début de l'hiver a apporté un profond sentiment de perte. Les montagnes détenaient le secret du destin de sa mère. Ensevelie sous une couverture de neige. L'affaire, alors qu'elle est encore techniquement ouverte, a commencé à geler. La disparition d'Octavia Hughes. Déposée dans les archives des affaires non résolues du National Park Service. L'un des nombreux mystères persistants qui hantaient les vastes étendues sauvages des Rocheuses. L'enquête initiale n'avait révélé que des paradoxes. Le camping organisé, le matériel manquant. La transmission par satellite terriblement corrompue. Pendant 2 ans. Le sentier est resté gelé. Delilah Price a continué à chercher des réponses. Organiser des recherches privées lorsque le manteau neigeux le permettait. Mais le désert n'offrait aucun répit. L'histoire a disparu de la conscience publique. Devenir une légende locale. Une histoire édifiante murmurée au sein de la communauté des randonneurs. Le récit a repris en août 2014. Presque exactement 2 ans après la disparition d'Octavia. La saison de randonnée estivale battait son plein dans une station de garde forestier isolée. Un petit avant-poste chargé de patrouiller un vaste secteur moins fréquenté du parc. Le garde forestier Kenneth Walker endurait le calme de la fin d'après-midi. Compléter un arriéré de formalités administratives. La station était calme, l'air lourd de l'odeur du pain et de la poussière. Lorsque la porte s'est ouverte et qu'un groupe de randonneurs est entré dans le bureau. C'étaient des touristes étrangers. Clairement agités et essayant urgemment de communiquer. Une barrière linguistique importante est immédiatement apparue. Leur anglais était fragmenté et fortement accentué, rendant la tâche difficile pour ranger. Walker pour saisir les spécificités de leurs préoccupations. Ils ont utilisé des mots comme danger, métal et trou, faisant des gestes emphatiques, imitant une chute puis un impact violent. Walker est habitué à gérer les signalements de camping illégal ou des infractions mineures. Ils ont d'abord supposé qu'ils étaient tombés sur du matériel de braconnage. Pièges de chasse illégaux tout en concernant. Était un problème connu dans les sections reculées du parc.
Les touristes cependant étaient persistants, leur peur était palpable. Ils semblaient véritablement horrifiés par ce qu'ils avaient trouvé. Reconnaître leur détresse. Walker a sorti une grande carte topographique et leur a demandé d'indiquer l'emplacement. Ils ont sorti un smartphone et ont ouvert une application de cartographie, pointant vers un ensemble de coordonnées GPS qu'ils avaient méticuleusement enregistrées. Walker a noté l'emplacement. C'était au fond de la forêt, considérablement éloigné de tout réseau de sentiers entretenus, dans une zone caractérisée par une végétation dense et un terrain accidenté. Étant donné l'éloignement du lieu et le danger potentiel décrit par les touristes, Walker a décidé d'enquêter immédiatement. Il a contacté par radio son collègue ranger Seth Jackson, qui patrouillait dans un secteur adjacent. Et ils ont convenu de le rencontrer, ils ont rassemblé leur équipement. Radio de patrouille standard, trousse de premiers secours et outils pour démonter les pièges, anticipant une longue randonnée, pour répondre à ce qu'ils attendaient d'être une norme. Bien qu'il s'agisse d'un piège de chasse illégal ou peut-être d'un grand piège à ours. La randonnée jusqu'aux coordonnées était ardue. Walker et Jackson ont navigué à travers des sous-bois denses et des pentes abruptes. Terrain débroussaillé sur plusieurs kilomètres. Alors qu'ils approchaient de l'endroit, ils ont noté le profond isolement de la zone. C'était un endroit rarement visité par les randonneurs occasionnels, nécessitant des efforts importants et des compétences de navigation pour y parvenir. Alors qu'ils vérifiaient leurs propres unités GPS, ils ont réalisé qu'ils étaient relativement proches de la zone générale, où se trouvait le camping d'Octavia Hughes 2 ans auparavant. Cependant, cette connexion n'était pas immédiatement au premier plan de leurs pensées. Ils étaient concentrés sur la tâche immédiate. Localiser le danger signalé. Quand ils sont arrivés aux coordonnées GPS, la scène était initialement banale. Le sol de la forêt était recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes. Aiguilles de pin et mousse, la lumière était faible, filtrée par l'épaisse canopée au-dessus. Ils ont commencé une recherche systématique des environs immédiats. C'est le ranger Jackson qui a remarqué l'anomalie. Un morceau d'écorce d'arbre inhabituellement grand était soutenu verticalement contre un petit monticule de terre. Cela semblait déplacé, sa position était trop délibérée pour être naturelle. Tout autour se trouvait une accumulation de feuilles et de branches, qui semblait anormalement épais. Walker et Jackson s'approchèrent prudemment. Si c'était un piège, il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient rencontré auparavant. Walker a utilisé son trekking perche pour sonder délicatement l'accumulation de débris. Le poteau s'enfonça dans la terre avec une facilité déconcertante. Ils ont commencé à nettoyer les débris, les feuilles, les branches. Ils ont déplacé le gros morceau d'écorce, qui semble avoir servi de composant à un pétrole brut, mais un système de camouflage efficace. Alors qu'ils nettoyaient la zone, ils ont découvert quelque chose qui a immédiatement signalé. C'était bien plus sinistre qu'un piège de chasse. Ils ont trouvé une fosse rectangulaire grossièrement creusée dans le sol de la forêt. Les parois de la fosse étaient en terre taillée à vif, montrant des couches de sol et de petites racines. Il faisait plusieurs mètres de profondeur, suffisamment grand pour qu'un humain puisse y tomber. La vue de la fosse elle-même était troublante. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur a transformé la scène d'une enquête de routine dans un site d'horreur. Le ranger Walker jeta un coup d'œil dans la fosse ombragée et recula instinctivement. Le faisceau de sa lampe de poche a illuminé un cauchemar. Ce n'était pas un piège de chasse conçu pour capturer un animal. C'était un piège mortel construit avec malveillance, rappelant la brutalité. Dispositifs antipersonnels utilisés dans la guerre des gorilles. Au fond de la fosse fermement enfoncée dans la terre, il y avait plusieurs pointues. Pointes métalliques noires positionnées de manière menaçante vers le haut. Ils étaient stratégiquement placés pour causer un maximum de blessures. Empaler tout ce qui tombe dans la fosse.
la réalisation de ce qu'ils avaient trouvé ont frappé les Rangers simultanément. Il s'agissait d'un piège à homme conçu avec l'intention claire de mutiler ou de tuer un humain. L'efficacité brute de la conception, cachée au plus profond du désert, était terrifiant. Le silence de la forêt devint soudain malveillant, tandis que leurs yeux s'adaptaient à la faible lumière dans la fosse. Et le choc initial s'est atténué. Ils ont commencé à cataloguer le contenu. Parmi les pointes de saleté et de débris accumulés, ils ont vu des morceaux de tissu très décomposés. Le matériau était presque impossible à distinguer de la terre environnante, pourri par ce qui semblait être des années d'exposition aux éléments. Puis le ranger Jackson l'a repéré. Son faisceau de lampe de poche fixé sur un seul objet. Empalé sur l'une des pointes métalliques centrales se trouvait une seule chaussure de randonnée. Il reposait à un angle partiellement rempli de terre, malgré la grave détérioration. La couleur et le style distinct de la chaussure étaient immédiatement reconnaissables. C'était une chaussure de randonnée rouge vif avec des accents noirs. La vue de la chaussure, positionnée parmi les pointes, créait un tableau macabre. Cela suggérait un événement violent et angoissant. La prise de conscience que ce piège avait probablement fait une victime était immédiat et horrible. Il y avait un brin rougeâtre, masse d'apparence organique directement sous et autour de la chaussure, emmêlée avec les pointes, suggérant les restes de la victime. Walker et Jackson savaient qu'ils avaient désormais affaire à une scène de crime. Avec la plus grande sévérité, ils n'ont pas perturbé le contenu de la fosse. Au lieu de cela, ils ont immédiatement commencé le processus méticuleux de documenter la découverte. Ils ont recueilli des preuves détaillées, photographiées sous plusieurs angles, capturé la construction du piège, le positionnement des pointes, la masse organique et la chaussure de randonnée rouge posée parmi elles. Les implications de la découverte étaient vastes et terrifiantes. Quelqu'un avait délibérément construit un piège mortel dans un parc national apparemment destiné aux randonneurs. Le caractère aléatoire et la cruauté de l'acte étaient stupéfiants. Après avoir soigneusement documenté la scène, Walker et Jackson ont sécurisé la zone immédiate du mieux qu'ils ont pu, et commença la longue randonnée silencieuse de retour au poste de garde forestier. Ils devaient immédiatement avertir les forces de l'ordre. La nature sauvage venait de révéler un secret sombre et violent. Le rapport des Rangers. Walker et Jackson ont immédiatement fait remonter l'information à travers la chaîne de commandement. La découverte d'un piège mortel conçu pour tuer des humains. Et la présence de restes humains potentiels à l'intérieur a déclenché une réponse massive des forces de l'ordre. Dans les 24 heures, un groupe de travail conjoint impliquant le National Park Service, Direction des services d'enquête ISP, l'équipe d'intervention du FBI en matière de preuves, et les services du shérif local se sont mobilisés sur place. Le défi logistique du transport d'équipements spécialisés et du personnel en profondeur. Le site sauvage était important, nécessitant un soutien par hélicoptère et un transport terrestre ardu. La scène a été sécurisée. Établir un large périmètre dans la forêt dense. La zone tranquille de nature sauvage a été transformée en un lieu animé. Expert en anthropologie médico-légale du pôle d'investigation. Et l'enquête sur la scène du crime était sur place. La première priorité était d'analyser le piège lui-même. Le spécialiste a confirmé l'évaluation initiale des Rangers. Le piège a été construit avec une intention malveillante. La conception d'un piège dissimulé avec des pointes métalliques aiguisées était caractéristique des dispositifs antipersonnels. Il a été clairement conçu pour mutiler ou tuer un être humain. La construction était rudimentaire mais efficace, en utilisant des matériaux facilement disponibles dans la nature, à l'exception des pointes métalliques, qui semble avoir été conçu spécifiquement à cette fin. L'excavation méticuleuse de la fosse a commencé. Le processus a été lent et laborieux, nécessitant l'anthropologue judiciaire
pour éliminer soigneusement les couches de saleté et de débris. Documenter la position de chaque objet récupéré. Les chutes de tissus décomposés ont été collectées. Mais ils étaient tellement détériorés. Qui identifie le type de vêtement ou la couleur? Était initialement impossible. La masse organique entourant les pointes a été soigneusement collectée, confirmant la présence de tissus humains décomposés. L'attention s'est portée sur l'élément de preuve le plus significatif. La chaussure de randonnée rouge. La chaussure a été soigneusement retirée de la pointe, sur lequel il a été empalé. Il était dans un état de détérioration avancée. Après 2 ans d'exposition aux éléments. La terre humide, le gel saisonnier. Cycle de dégel et activité biologique. Le cuir était craquelé et déformé. Les coutures effilochées et la semelle partiellement détachée. Les enquêteurs doivent identifier le propriétaire de la chaussure, compte tenu de l'emplacement et de la nature de la découverte. L'hypothèse immédiate était que la victime était un randonneur. Ils ont commencé à faire des références croisées sur la chaussure, avec des rapports de personnes disparues dans la région. La couleur rouge distinctive et le style réduit considérablement les possibilités. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'affaire non résolue d'Octavia eût fasse surface. L'emplacement du piège se trouvait dans la zone de recherche, établie 2 ans auparavant, relativement près de son camping abandonné. Les enquêteurs ont comparé la chaussure détériorée avec la photographie. Delilah Price avait fourni le jour de la disparition. La chaussure semblait identique en termes de marque et de modèle à ceux qu'Octavia portait. Cependant, dans une enquête pour homicide, sembler identique n'était pas suffisant. Ils avaient besoin d'une identification définitive. La détérioration extrême de la chaussure a rendu les méthodes d'identification standard difficiles. L'équipe médico-légale a tenté de récupérer des traces d'ADN de l'intérieur de la chaussure. Mais les échantillons ont été dégradés au-delà de toute récupération. La taille et la marque étaient assez courantes, qu'ils ne pouvaient pas lier exclusivement la chaussure à Octavia. Delilah Price a été informée de la découverte. La nouvelle était dévastatrice, confirmant ses pires craintes. Mais cela a également apporté une proximité angoissante avec la vérité. Les enquêteurs ont rencontré Delilah, montrant ses photographies de la chaussure récupérée. Ils avaient besoin de son aide pour trouver un identifiant unique. Quelque chose qui pourrait définitivement prouver. La chaussure appartenait à sa mère. Delilah en proie au chagrin, mais concentrée sur la recherche de justice pour Octavia. Examiner les photographies intensément. Elle a cherché dans sa mémoire le moindre détail. Une particularité concernant l'équipement de sa mère. Octavia était méticuleuse avec son équipement. Et puis Delilah s'est souvenue de quelque chose de crucial. Un détail apparemment insignifiant qui avait désormais un poids immense. Octavia avait une petite déchirure sur le talon intérieur de cette chaussure spécifique. Cela la dérangeait depuis des semaines avant le voyage. Plutôt que de remplacer le coûteux chaussure bien portée, Octavia les avait emmenés chez un cordonnier spécialisé local pour réparation. Ce n'était pas un travail de patch standard, mais un renforcement méticuleux de la structure du talon. C'était la percée dont les enquêteurs avaient besoin. Ils ont immédiatement commencé à chercher le cordonnier décrit par Delilah. Ils ont installé le petit magasin dans une ville voisine. Le propriétaire est un homme âgé, artisan qui réparait des équipements de plein air spécialisés depuis des décennies. Se souvenait d'Octavia et de ses chaussures rouges distinctives. Les enquêteurs ont apporté la chaussure détériorée au cordonnier. La tâche était difficile, la chaussure était fragile et déformée. Le cordonnier sous l'observation des détectives examinait le talon intérieur, en comparant les restes détériorés avec ses archives et son souvenir de la réparation. Il a soigneusement manipulé le matériau rigide, utilisé des outils spécialisés pour examiner la structure interne. Après un examen attentif,
Il a positivement identifié son travail. Il a souligné un motif de couture complexe unique. Une technique spécifique qu'il utilisait pour renforcer les zones à forte contrainte. Et les restes du fil spécialisé à haute résistance qu'il a utilisé. La réparation était distinctive. Une signature de son savoir-faire. Cette confirmation était définitive. La chaussure de randonnée rouge trouvée dans le piège appartenait à Octavia Hughes. La découverte a transformé l'enquête. L'affaire est passée d'un cas froid. Dossier de personnes disparues à une enquête en cours pour homicide. Le récit de la disparition d'Octavia a finalement pris forme. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'elle était tombée sur le piège caché. En randonnée près de son camping. Peut-être dans la faible lumière du soir ou du petit matin. La chute dans le gouffre. Sur les pointes aurait été soudain et catastrophique. La transmission satellite corrompue était probablement son acte désespéré. Tentative angoissante d'appeler à l'aide alors que je suis coincé et gravement blessé. L'appareil a peut-être été endommagé lors de la chute. Ou le signal interrompu par ses mouvements ou sa perte de conscience. L'absence de son corps a été attribuée à la dure réalité de la nature sauvage. Au cours des 2 années d'activité des ours charognards, les coyotes et les lions des montagnes avaient probablement retiré ces restes de la fosse. La chaussure, fixée par la pointe et les morceaux de tissu étaient tout ce qui restait. La confirmation du sort d'Octavia a apporté une nouvelle. L'urgence terrifiante de l'enquête. L'existence d'un piège mortel. Impliquait un agresseur. Avec un niveau inquiétant de malveillance et de préméditation. La crainte immédiate était qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Si quelqu'un posait des pièges dans le parc national, il pourrait y en avoir davantage qui constituent une menace imminente pour le public. L'administration du parc. Sous le choc de la découverte et de la responsabilité potentielle. Autoriser une opération sans précédent. L'opération Sweep a été lancée. Une recherche systématique massive de tout le secteur du parc. Où le piège a été trouvé. Le but était de localiser et de neutraliser tout autre piège. Les patrouilles ont été considérablement augmentées. Un financement d'urgence a été autorisé pour embaucher du personnel temporaire. Faire appel à des gardes forestiers expérimentés. Et rechercher des spécialistes de partout au pays. L'atmosphère dans le parc a radicalement changé. La nature sauvage est généralement un lieu de refuge. Se sentait désormais hostile et chargé de dangers cachés. L'opération était exhaustive et complexe sur le plan logistique. Les équipes ont effectué des recherches de grilles méticuleuses. À travers des centaines de kilomètres carrés de forêt dense. Ils ont utilisé un radar à pénétration de sol dans les zones à forte probabilité. Et employé des unités canines spécialisées. Formées pour détecter les perturbations terrestres. Ils méticuleusement examinaient le sol à la recherche de tout signe de camouflage inhabituel. Ou d'autres indicateurs de piège. L'opération a duré des semaines. Consommant des ressources massives et mettant à rude épreuve les infrastructures du parc. La tension entre les équipes de recherche était constante. Chaque pas effectué avec prudence. Malgré les efforts intensifs. Les résultats ont été terriblement négatifs. Aucun autre piège n'a été trouvé. Le piège qui a tué Octavia Hughes semblait être unique. Cette réalisation n'a apporté que peu de réconfort. Cela suggérait que l'agresseur n'était peut-être pas un psychopathe quelconque. Cibler les randonneurs sans discrimination. Mais quelqu'un avec un motif ou une méthodologie spécifique. Mais qui et pourquoi est resté insaisissable? L'enquête a identifié une victime et une cause de décès. Mais le tueur est resté un fantôme dans le désert. La conclusion de l'opération Sweep a quitté le parc dans un état de vigilance accrue. Alors qu'aucun piège supplémentaire n'a été trouvé. L'existence même d'un seul impliquait une persistance. Menace non résolue. Les patrouilles renforcées se sont poursuivies tout au long de la fin de l'été. Et jusqu'à l'automne 2014.
L'enquête sur l'auteur du piège était au point mort. L'emplacement éloigné ne fournissant aucun témoin. Et les preuves matérielles ne fournissant aucune piste immédiate. L'attention est restée sur les pointes métalliques. Mais l'analyse était lente et complexe. En octobre 2014, un nouveau. Des crises apparemment sans rapport ont commencé à émerger. Détourner l'attention et les ressources. Spécialiste de l'environnement des parcs. Responsable de la surveillance du délicat écosystème des Rocheuses. A commencé à recevoir des rapports inquiétants. De leur système de surveillance automatisé. Relevé de la qualité de l'eau de plusieurs lacs alpins éloignés. Des étendues d'eau vierges essentielles à la biodiversité de la région. A soudainement montré des anomalies alarmantes. Les relevés ont indiqué des niveaux élevés de polluants chimiques spécifiques. Substances totalement étrangères à l'environnement alpin. La pollution était inhabituelle dans sa nature et sa répartition. Ce n'était pas aussi répandu qu'on aurait pu s'y attendre. Provenant de dépôts atmosphériques ou de contamination en amont. Au lieu de cela, il était localisé dans des lacs spécifiques. Suggérant l'introduction intentionnelle des produits chimiques à la source. L'analyse a confirmé la présence de substances hautement toxiques. Capables de causer des dommages importants à la vie aquatique. Des mortalités de poissons étaient déjà signalées. Et potentiellement menacer l'approvisionnement en eau des communautés en aval. Ce n'était pas une contamination accidentelle. C'était un sabotage écologique. La prise de conscience que quelqu'un empoisonnait délibérément les lacs a ajouté une nouvelle dimension à la menace qui pèse sur le parc. Cela suggérait une campagne systématique de destruction, ciblant l'essence même de la nature sauvage. Le lien entre le piège et la pollution n'était pas immédiatement clair. Mais l'intention malveillante derrière ces deux actes suggérait un potentiel. Origine partagée. Pourquoi le parc a-t-il été attaqué? L'enquête sur le sabotage écologique est devenue une priorité urgente. Les gardes forestiers ont été chargés de patrouiller dans les lacs éloignés, à la recherche de tout signe d'activité non autorisée, ou la source des polluants. La tâche était ardue, étant donné l'immensité de la zone et l'isolement des lacs. L'auteur devait posséder une connaissance intime du parc et la capacité physique pour transporter des quantités importantes de produits chimiques dans l'arrière-pays. Ranger Bradley Green, un membre expérimenté et dévoué du service des parcs, connu pour son approche méticuleuse, a été chargé d'enquêter sur l'incident de pollution le plus récent, au bord d'un lac isolé en haute montagne. C'était une mission difficile, nécessitant une longue randonnée dans une région éloignée. Vers mise en place tôt le matin. Équipé de kits d'échantillonnage d'eau et de son équipement de patrouille standard. En fin d'après-midi, répartition radio du Ranger Green. Sa transmission était claire et professionnelle. Il a confirmé la présence de contaminants chimiques dans le lac. Notez les signes visibles de pollution s'infiltrant dans l'eau depuis le rivage. De manière cruciale. Il a signalé avoir observé récemment une activité non autorisée près du rivage. Empreintes distinctes de végétation perturbée. Et plusieurs conteneurs chimiques vides jetés à proximité. Il a déclaré qu'il allait documenter les preuves et examiner la zone immédiate de plus près, avant de commencer la randonnée de retour. C'était sa dernière transmission. La fin du quart de travail du Ranger Green approchait et il n'a pas réussi à s'enregistrer. Le service de répartition a tenté de le contacter à plusieurs reprises. Les appels ont rencontré le silence. Le silence était immédiatement alarmant, compte tenu du contexte du sabotage en cours et de l'homicide précédent. L'échec de l'établissement du contact a déclenché le protocole de réponse hautement prioritaire exigeait une action rapide. Une opération de recherche d'urgence a été lancée. Les équipes ont été mobilisées rapidement. Course contre le crépuscule qui approche. Il connaissait le dernier emplacement connu de Green. Le lac isolé mais le terrain était dangereux.
Et la lumière déclinante rendait la recherche dangereuse. L'urgence était intense, ils cherchaient l'un des leurs. Craignant d'avoir rencontré le saboteur, les équipes de recherche ont atteint le lac à la tombée de la nuit. Leur lampe frontale traversant la nuit de la montagne. Ils ont localisé la zone que Green avait décrite dans sa transmission. Les signes de sabotage écologique étaient évidents. Les polluants chimiques, créant un reflet huileux à la surface de l'eau. La végétation du littoral s'est décolorée et est en train de mourir. Ils ont trouvé les conteneurs jetés que Green avait mentionnés. Preuve de l'introduction délibérée des toxines. Les équipes ont commencé à fouiller la zone immédiate. Pour tout signe de danger Green, ils ont trouvé sa meute de patrouille près du rivage, avec l'équipement d'échantillonnage de l'eau qu'il utilisait. La scène suggérait qu'il avait été interrompu pendant son enquête. Suivant les traces de Green loin du rivage, l'équipe s'est déplacée prudemment dans les bois environnants. Les traces les ont conduits vers une zone où le sol était fortement perturbé. Il était immédiatement clair qu'une lutte violente avait eu lieu. Le sol a été arraché, la végétation piétinée. À une courte distance, ils ont trouvé la radio de Green, jetée et endommagée. La découverte a confirmé leurs pires craintes. Ce n'était pas un cas de disparition de routine. C'était un enlèvement ou pire. Une chasse à l'homme massive a été lancée. L'hypothèse était que l'auteur, responsable du sabotage écologique, avait rencontré le ranger Green et l'avait attaqué. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit avec un soutien aérien, en utilisant des caméras infrarouges, et les équipes au sol parcourant le terrain accidenté à la lampe de poche. L'atmosphère était tendue. La prise de conscience qu'un tueur était actif dans le parc galvanisait l'effort de recherche. Il chassait maintenant quelqu'un qui avait potentiellement neutralisé un officier en uniforme. Le lendemain matin, la recherche a abouti à une conclusion sombre. Le corps de Bradley Green a été découvert flottant dans le lac pollué, à une courte distance du rivage où il enquêtait. La découverte a été dévastatrice. Le ranger Green a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Le corps a été retrouvé. Et la scène a été traitée par l'équipe d'enquête tactique, qui était arrivée pendant la nuit. Une autopsie a été pratiquée immédiatement. Les résultats ont confirmé la nature violente de sa mort. Le ver n'était pas mort à cause des polluants ou pendant la lutte. Il est mort de multiples blessures par balle. Le style d'exécution meurtre indiqué. Un agresseur prêt à utiliser la force meurtrière contre un officier en uniforme. Sans hésitation, le meurtre de Bradley Green a aggravé la crise à un niveau sans précédent. Le parc était désormais le théâtre de deux meurtres. Octavia Hughes et Bradley Green. Et le sabotage écologique systématique. Les autorités ont réalisé qu'elles avaient affaire à un agresseur. Attaquer activement le parc et ses employés. Le profil de l'agresseur a radicalement changé. Ce n'était pas un tueur aléatoire ou un poseur de pièges passifs. C'était quelqu'un qui nourrissait une intense grief spécifique contre l'administration du parc. Engagé dans une campagne calculée de terreur et de destruction. La nature sauvage était devenue un champ de bataille. Et l'ennemi était bien informé. Impitoyable et ancré dans le paysage. Le meurtre du ranger Bradley Green a plongé le National Park Service dans un état de crise sans précédent. La prise de conscience qu'un tueur actif opérait dans le parc, ciblant à la fois l'environnement et les agents en uniforme, a exigé une réponse immédiate et décisive. L'enquête s'est considérablement élargie. Faire appel à des ressources fédérales et à une expertise spécialisée. Le lien entre le sabotage écologique et le meurtre du ranger Green était indéniable. Il avait interrompu l'agresseur dans l'acte. Le lien vers le piège qui a tué Octavia Hughes. Tandis que moins certains étaient fortement suspectés. L'intention malveillante et la connaissance approfondie des zones reculées du parc a suggéré une source partagée.
Une campagne unifiée de violence. Le profil de l'agresseur a été affiné. Les autorités recherchaient une personne possédant des compétences spécialisées. Connaissance intime du terrain du parc. Et un profond grief identifiable contre l'institution. L'escalade d'un piège passif. Qui attendait une victime? Un meurtre actif indiquait que l'auteur devenait de plus en plus audacieux. Violent et désespéré de protéger leurs opérations en cours. L'enquête s'est concentrée sur deux pistes parallèles. Analyser les produits chimiques utilisés dans le sabotage écologique. Et réexaminer les preuves matérielles du piège. Les produits chimiques ont été identifiés comme courants. Mais des substances industrielles puissantes. Retraçant leur origine cependant. C'est avéré difficile. Ils étaient largement disponibles via divers canaux commerciaux. Et difficile à suivre sans un point de vente spécifique. La percée n'est pas venue de la pollution récente. Mais d'après les preuves recueillies 2 ans auparavant. Les pointes métalliques du piège. Ces pics ont toujours été une anomalie. Ils n'étaient pas des équipements de chasse standards. Ou des matériaux facilement disponibles. Ils semblaient avoir été conçus spécifiquement pour le piège. Découpés dans un morceau de métal plus gros et affûtés en pointe mortelle. Les détectives ont ordonné une analyse métallurgique détaillée des pointes. Un processus spécialisé qui n'avait pas été priorisé lors. L'enquête initiale. Lorsque l'accent était mis sur l'identification de la victime. Ils avaient besoin de savoir exactement de quoi étaient faites les pointes. Et d'où ce matériau pourrait provenir. L'analyse métallurgique a produit des résultats significatifs. Et des résultats très spécifiques. Les pointes n'étaient pas fabriquées à partir de barres d'armature ordinaires. Ferraille ou stock d'acier standard. Ils ont été fabriqués à partir d'un alliage d'acier spécifique à haute résistance. La composition de l'alliage était inhabituelle. Caractérisée par un rapport spécifique de métaux. Ce qui le rendait très durable et résistant à la corrosion. Ce n'était pas un alliage couramment utilisé dans les applications commerciales modernes. C'était une formulation plus ancienne. Utilisée principalement dans les projets d'infrastructures lourdes il y a des décennies. La signature métallurgique unique a donné aux enquêteurs une idée concrète. Plomb traçable. Ils ont commencé la tâche complexe de retracer l'alliage jusqu'à sa source. Ils ont consulté des experts en sciences des matériaux et en histoire industrielle. Références croisées de la composition spécifique. Avec des registres de fabrication historiques. Ils essayaient d'identifier où un type d'acier spécifique aurait pu être utilisé dans la région. L'enquête les a conduits sur un chemin inattendu. Directement dans l'histoire du parc lui-même. Ils ont découvert que ce spécifique. L'alliage d'acier à haute résistance était utilisé il y a des décennies. Dans la construction des infrastructures du parc. Plus précisément, c'était le matériau utilisé pour les supports. Et les composants structurels des tours de surveillance des incendies. Qui avaient été érigés dans tout le parc au milieu du XXe siècle. Cette connexion a été un moment charnière. Ces tours de guet incendie avaient été déclassées des années auparavant. Rendus obsolètes par la surveillance aérienne moderne et le suivi par satellite. Ils avaient été démantelés. Et les matériaux étaient censés avoir été stockés en toute sécurité. Dans les dépôts d'entretien des parcs. Ou éliminés conformément à des réglementations strictes. La prise de conscience que les pointes ont été fabriquées à partir de matériaux déclassés. L'infrastructure du parc a immédiatement tourné l'attention vers l'intérieur. L'auteur n'était pas un étranger apportant des matériaux dans le parc. Ils utilisaient les propres ressources du parc contre lui. Ils avaient accès à des documents qui n'étaient pas accessibles au public. Cette découverte a considérablement réduit le champ des suspects potentiels. L'enquête est passée d'un large filet à une enquête ciblée. Les détectives de l'enquête interne ont commencé à extraire des décennies de dossiers d'emploi. Ils avaient besoin d'une liste du personnel. Qui aurait eu accès aux matériaux démantelés? Et les compétences techniques de soudage des métaux.
travaillait à les façonner en pointe. Cela incluait le personnel de maintenance, équipe de construction spécialisée, et les gardes forestiers qui avaient travaillé dans le parc. Pendant la période où les tours ont été déclassées et les matériaux stockés, l'enquête est devenue un examen minutieux. Des dossiers d'emploi, des dossiers personnels et des antécédents disciplinaires. Les autorités recherchaient des individus qui possédaient les compétences nécessaires, l'accès aux matériaux, et surtout un motif suffisamment fort pour inciter à une campagne de violence aussi soutenue. Et la destruction. Le processus était délicat, exigeant de la discrétion pour éviter d'alerter l'auteur, qui pourrait encore être intégré à la communauté du parc. Ou la zone environnante, l'examen s'est concentré sur l'identification des individus qui avaient quitté le service des parcs dans des circonstances litigieuses. Ceux qui nourrissaient des griefs documentés, qui se sont sentis lésés par l'administration, ou qui avaient montré des signes d'instabilité après leur départ. Le croisement des compétences techniques, l'accès à l'alliage déclassé, et l'histoire des griefs a commencé à réduire la liste à une poignée de noms. L'enquête ne cherchait plus pour un fantôme dans le désert, mais pour un ancien collègue. Quelqu'un qui connaissait le système de l'intérieur, qui connaissait le terrain et qui savait comment fonctionnait le service des parcs. La réalisation était troublante, suggérant une trahison profondément enracinée dans l'histoire du parc. La clé métallurgique avait ouvert une porte vers le passé, révélant une menace qui couvait depuis des années sans être vue. L'examen interne des dossiers du personnel, poussé par la découverte de l'alliage unique, utilisé dans les pointes du piège, générait une courte liste de suspects potentiels. Les enquêteurs ont méticuleusement recoupé les données. Accès aux matériaux de la tour de guet incendie déclassée. Compétences techniques et griefs documentés ou mesures disciplinaires. Ils cherchaient l'intersection des capacités, opportunités et profonde trahison. Un nom a émergé de la plongée profonde dans les archives, qui correspondait parfaitement au profil. Vernon Ramirez était un ancien garde forestier, qui avait servi pendant plus d'une décennie, avant d'être résilié à la fin des années 2000. Son dossier personnel indiquait une histoire complexe. Il avait été un garde forestier hautement qualifié, avec une formation spécialisée en survie en milieu sauvage, suivi et maintenance, y compris les compétences en travail des métaux utilisés dans la réparation des infrastructures à distance. Il avait accès aux entrepôts de stockage, où les matériaux déclassés étaient conservés de manière cruciale. Son licenciement avait été très controversé et acrimonieux. Les dossiers indiquaient un conflit prolongé entre Ramirez et son superviseur à l'époque, Arthur Miller. Ramirez avait déposé plusieurs plaintes, affirmant que Miller le ciblait injustement, motivé par une animosité personnelle plutôt que par une faute professionnelle. La raison officielle de son licenciement: violation de politique citée et insubordination. Mais Ramirez a contesté avec véhémence la décision, alléguant qu'il s'agissait d'une campagne orchestrée pour le destituer. Après son licenciement, la vie de Ramirez aurait dégénéré. Il a perdu sa carrière, sa pension et son sens de l'identité. Il est resté dans la région vivant dans un isolement croissant, et aurait abrité d'intenses ressentiments vocaux envers l'administration du parc, en particulier ceux qu'il tenait pour responsables de son licenciement. Le profil correspondait parfaitement. Le motif, les moyens et l'opportunité ont convergé vers Vern Ramirez. L'enquête est rapidement passée de l'identification à la localisation. Les autorités devaient retrouver Ramirez et l'appréhender, avant de pouvoir poursuivre sa campagne de sabotage ou de violence. Les équipes de surveillance ont localisé Ramirez vivant dans un endroit isolé, cabane hors réseau sur un terrain privé juste à l'extérieur des limites du parc. La cabane était située dans une zone très boisée,
Accessible uniquement par un chemin de terre étroit et sinueux. L'emplacement lui offrait de l'intimité. Et un accès immédiat à la nature sauvage qu'il connaissait intimement. Étant donné la connaissance spécialisée du terrain de Ramirez. Ses compétences avancées de survie en milieu sauvage. Et l'exécution confirmée du Ranger Green. Les autorités ont reconnu que son arrestation serait une opération à haut risque. Il était considéré comme armé et dangereux. Et un expert en environnement. Où la confrontation aurait lieu. Une équipe tactique. Composée d'unités spécialisées de l'équipe de sauvetage des otages du FBI. Et les gardes tactiques d'élite du Park Service. A été assemblée, ils ont planifié l'opération méticuleusement. Étudié les cartes topographiques et les photographies aériennes de la cabane. Et le terrain environnant. Ils ont analysé les voies d'évacuation potentielles et élaboré des plans d'urgence. Le but était de contenir Ramirez rapidement. L'empêchant de fuir dans le vaste désert. Où il détiendrait un avantage tactique significatif. Le raid était prévu pour les premières heures du matin. Profitant de l'obscurité pour s'approcher de la cabine sans être détecté. L'équipe tactique s'est mise en position. Naviguer sur un terrain difficile en silence. Équipé de lunettes de vision nocturne et d'armes silencieuses. La tension était extrême, ils étaient confrontés à un suspect. Qui avait démontré une capacité de violence calculée. Et des tactiques d'évasion sophistiquées. L'approche était lente et méthodique. L'équipe a établi un périmètre extérieur pour empêcher toute évasion. Et a ensuite déplacé l'équipe de confinement intérieur vers la cabine. Le silence était absolu, l'obscurité profonde. Alors que l'équipe approchait des derniers mètres jusqu'à la cabane. L'élément de surprise a été perdu. Peut-être un bruit, une brindille cassée. Une pierre délogée ou la conscience accrue de Ramirez. Perfectionnée par des années de suivi. L'a alerté de leur présence. Il les a détectés avant qu'ils ne puissent initier la brèche. Ramirez n'a pas hésité. Il s'est immédiatement précipité de l'arrière de la cabine. Armé d'un fusil et s'est enfui dans les bois denses derrière la structure. Il se déplaçait avec une vitesse et une agilité étonnantes. Démontrant sa connaissance intime du terrain. Contacter le suspect qui s'enfuit par l'arrière de la structure. Les transmissions radio étaient urgentes mais contrôlées. L'équipe tactique a immédiatement lancé la poursuite. Le raid s'est transformé instantanément en une chasse à l'homme massive à enjeux élevés. Ramirez a utilisé ses compétences de rangée pour échapper à l'équipe tactique. Les conduisant à travers le terrain le plus dangereux. En utilisant une couverture et une dissimulation naturelle. Il se déplaçait comme un fantôme à travers la forêt dense. S'appuyant sur des décennies d'expérience. Suivre et survivre dans cet environnement spécifique. La chasse à l'homme s'est rapidement étendue. L'équipe tactique a fait appel aux ressources de secours préétablies. Déployer des unités supplémentaires pour établir un périmètre de confinement plus large. Un soutien aérien a été lancé aux premières lueurs du jour. Hélicoptères équipés de la technologie d'imagerie thermique. Tenter de suivre Ramirez d'en haut. Mais la canopée dense de la forêt. Et les températures fraîches du matin ont rendu le suivi thermique difficile. Sur le terrain, la poursuite était épuisante. Ramirez était insaisissable. En utilisant des techniques sophistiquées de suivi de compteurs. Pour brouiller son chemin, il a fait demi-tour. Déplacé dans l'eau. Et utilisé des affleurements rocheux pour éviter de laisser des empreintes. Il a mené les équipes tactiques dans une poursuite incessante à travers des pentes raides. Ravins étroits et sous-bois denses. La confrontation était une bataille d'expertise. Opposant la formation spécialisée et la technologie des équipes tactiques. Contre les connaissances localisées et les compétences de survie du fugitif. La poursuite a continué pendant des heures. S'enfonçant profondément dans le désert. Les équipes l'ont suivi méthodiquement. Lire les signes subtils de son passage. Une branche cassée, une faible empreinte dans la mousse.
Ramirez se dirigeait vers les hautes terres. Vers la zone où le sabotage écologique avait eu lieu. La chasse à l'homme a convergé près d'un des lacs alpins que Ramirez avait auparavant pollué. Les équipes tactiques, anticipant ces mouvements et utilisant leur supériorité numérique, a réussi à le déjouer. Ils ont coupé ses voies d'évasion vers les altitudes plus élevées. Resserré le périmètre autour du lac. Il a finalement été traqué et acculé près du rivage. L'eau polluée servant de toile de fond sinistre à la confrontation. Ramirez se rend compte qu'il est piégé. Ne s'est pas rendu immédiatement. Il s'est caché derrière un gros rocher. Son fusil pointé sur les officiers qui approchaient. Une confrontation tendue s'en est suivie, l'équipe tactique a maintenu la couverture. Utilisé des tactiques de négociation. Essayant de le forcer à laisser tomber son arme. L'impasse s'est prolongée. Le silence. Brisé seulement par le vent et le bruit lointain des hélicoptères. Après une longue négociation. Réalisant le désespoir de sa situation. Ramirez a finalement jeté son fusil. Et a été maîtrisé et placé en garde à vue. La menace immédiate a été neutralisée. Avec Ramirez en détention. Les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition dans sa cabine. La recherche a donné lieu à une mine de preuves cruciales. Confirmant son implication dans la campagne de terreur. La cabane était une forteresse remplie de provisions pour la survie à long terme. Et les outils de son sabotage. Ils ont trouvé des stocks de pointe en alliage unique. Identiques à ceux utilisés dans le piège qui a tué Octavia Hugues. Ils ont découvert de grandes réserves de produits chimiques utilisés pour polluer les lacs. Accompagnés de cartes détaillées du parc. Indiquant les emplacements du sabotage et les cibles potentielles futures. Ils ont surtout trouvé plusieurs armes à feu. Y compris le fusil qu'il portait pendant la chasse à l'homme. Et d'autres stockés dans la cabine. Les preuves étaient accablantes. Reliant Vernon Ramirez à tous les incidents qui ont ravagé le parc. Au cours des 2 dernières années. Vernon Ramirez a été transporté dans un établissement fédéral sécurisé. Et l'enquête a progressé rapidement. Pour traiter les nombreuses preuves saisies dans sa cabine. La priorité était d'établir des liens définitifs. Entre les preuves matérielles. Et les meurtres d'Octavia Hugues. Et Bradley Green. L'attention s'est portée sur les armes à feu récupérées sur la propriété. Des tests balistiques ont été effectués immédiatement sur les armes saisies. Les résultats ont fourni le lien définitif dont les enquêteurs avaient besoin. L'une des armes à feu, un fusil de chasse, a été trouvée cachée dans la cabine. Correspondait au calibre et aux caractéristiques de rayures. Des balles récupérées sur le corps du ranger. Bradley Green. Le match a été concluant. Vernon Ramirez était le tueur. Avec les preuves matérielles accablantes le liant au meurtre. Et le sabotage écologique. Les enquêteurs ont commencé le processus d'interrogatoire. Ramirez. Confronté à la réclusion à perpétuité et au poids indéniable des preuves. A commencé à avouer pendant l'interrogatoire. Ramirez a détaillé sa campagne de vengeance de plusieurs années. Contre le National Park Service. Il a raconté sa version des événements ayant conduit à son licenciement. Exprimant un profond ressentiment envers son ancien superviseur. Arthur Miller et l'administration du parc. Une enquête indépendante sur les circonstances de son licenciement. A révélé une vérité troublante. Les allégations de traitement injuste de Ramirez n'étaient pas entièrement infondées. Les documents suggéraient qu'Arthur Miller avait effectivement semble avoir ciblé Ramirez en raison d'un conflit personnel. Manipulé les violations des politiques pour orchestrer son licenciement. Quand Ramirez a perdu son emploi. Sa vie s'est effondrée, son ressentiment s'est envenimé. Se transformant en une haine généralisée envers le parc lui-même. L'institution qui, selon lui, l'avait trahi. Il avait pour objectif de causer un maximum de dégâts. Ruiner la réputation du parc. Et infliger de la douleur à ceux qui le représentaient.
Le sabotage écologique, l'empoisonnement des lacs vierges, était sa tentative de détruire l'essence même de la nature sauvage. Il a autrefois protégé. Il a admis avoir construit le piège. En utilisant l'alliage de la tour d'incendie déclassée. Il avait accédé avant son licenciement. Le piège était une manifestation de sa rage. Une arme passive. Conçue pour infliger des dommages aveugles à quiconque se trouve dans le parc. Il a avoué le meurtre de Bradley Greene. Il a déclaré que Greene l'avait découvert en train de polluer le lac. Craignant d'être exposé, Ramirez avait affronté le garde forestier et lui avait tiré dessus. Jeté le corps dans l'eau polluée. Concernant Octavia Hugues, Ramirez a fourni un récit effrayant. Il a affirmé avoir vérifié le piège un matin du 2 août 2012. Et l'a trouvée déjà morte. Empalée sur les pointes. Il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas activement assassinée. Mais qu'elle était tombée dans le piège par accident. Il a affirmé avoir laissé son corps là-bas. Affirmant que les animaux ont dû être emportés plus tard. Et a récupéré ses restes. Tandis que des preuves suggèrent d'autres victimes potentielles. Cartes avec des marquages cryptiques. Des stocks supplémentaires de matériaux ont été trouvés dans la cabane de Ramirez. Les autorités n'ont jamais pu prouver définitivement d'autres meurtres. Le corps d'Octavia Hugues n'a jamais été retrouvé. Le désert qui s'accroche à ce dernier secret. Vernon Ramirez a été accusé des meurtres d'Octavia Hugues et de Bradley Greene, ainsi que de multiples chefs d'accusation de terrorisme écologique. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Delilah Price, la condamnation a apporté une certaine clôture. La connaissance que la personne responsable de la mort horrible de sa mère a finalement été tenue responsable, s'assurant que personne d'autre ne serait blessé par sa campagne de vengeance.